heureux de vous retrouver pour la principale édition de la soirée. Voici les titres. Le respect du droit de vote des détenus. On n'en parle pas souvent. Amnesty International, section Sénégal, porte le plaidoyer. Après 2 mois des législatives anticipées, Seydi Gassama pose le débat et invite au respect des droits civiques des détenus. C'était à l'occasion d'une session de formation des agents pénitentiaires sur le respect des droits humains dans les prisons, une initiative d'Amnesty International. Quels sont les objectifs et défis à relever dans le secteur du bâtiment et de la construction? Grâce à une feuille de route claire, le Sénégal, accompagné par l'Organisation des Nations Unies, s'engage à les déterminer. Ce matin, il a été question pour le directeur général de l'habitat et de la construction de donner une ébauche des ambitions du Sénégal dans le secteur de la construction et des bâtiments. Et puis une sous-station électrique de 30 kW qui a l'ambition d'alimenter 9 villes. C'est ce dont la ville de Saint-Louis vient de bénéficier. L'infrastructure financée par l'Allemagne a été donc inaugurée ce matin par le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines. Et puis fake news, infox ou simplement fausses informations, elles ont la capacité de gangréner la société. Comme un virus, il faut s'en protéger, mais comment? C'est la question que nous avons posée à quelques Dakarois, surtout que le contexte le favorise. Oui, nous sommes à près d'1 mois des législatives anticipées, je le rappelle. Bien bonsoir et bienvenue dans cette principale édition de la soirée. Sa nomination a été annoncée hier en Conseil des ministres. Il s'exprime dans cette édition. Le général Mamadou Gaye est le nouveau délégué général au pèlerinage au lieu saint de l'islam. Il mesure ainsi le poids de sa charge qu'il compte assumer avec humilité et responsabilité. Suivons ces explications jointes au téléphone par Antoine Diouf. C'est avec une grande émotion et beaucoup d'humilité que j'ai accueilli cette nouvelle nomination. Je voudrais, à l'entame de mon propos, exprimer ma sincère gratitude aux autorités de la République, à la tête desquelles son Excellence le Président de la République, pour cette confiance placée à ma modeste personne. Je mesure d'emblée le poids de la charge de la mission et je compte bien entendu l'assumer avec beaucoup de responsabilité, avec une grande sérénité, et surtout avec un esprit d'ouverture qui nous permettra d'engager cette responsabilité de la meilleure des manières possibles. Vous comptez également y apporter votre touche personnelle? Absolument. C'est d'abord une œuvre collective parce que c'est une affaire d'équipe. L'expérience personnelle va certainement y jouer quelque chose, mais je pense que ce sera d'abord une œuvre collective. Les expériences des uns et des autres seront mises à contribution pour que nous puissions réussir cette mission. Par ailleurs, depuis le mois de mai 2023, le Sénégal s'est engagé dans l'élaboration d'une feuille de route pour le secteur des bâtiments et de la construction, un programme porté par la Direction générale de la construction et de l'habitat du ministère de l'Urbanisme, par ailleurs soutenu par le programme des Nations Unies pour les établissements humains. En conférence de presse ce matin, le directeur général de l'habitat et de la construction est revenu ainsi sur les objectifs et défis à relever. Nous suivons tout cela dans ce compte rendu signé Elisabeth Grastine. J'ai transformé l'environnement bâti grâce aux matériaux durables a engendré l'élaboration d'une feuille de route pour le secteur des bâtiments et de la construction qui vise à construire 500 000 logements. Le directeur général de la construction et de l'habitat est revenu sur les objectifs du projet. Dans notre programme, une industrialisation, et l'industrialisation nous amène à développer tout simplement les matériaux, à pouvoir avoir la maîtrise des matériaux et puis les industrialiser. Et ça permettra à la fois d'avoir un écosystème en termes d'industrialisation, en termes de matériaux, qui permettra de construire, accompagner le gap des 500 000 logements. Le directeur de l'habitat a souligné que c'est l'heure de construire autrement pour lutter contre les changements climatiques avec des matériaux durables. On doit changer les manières de construire. Il faut construire différemment. Et pour construire différemment, il faudrait qu'on questionne nos sources.
nos ressources naturelles. Et il y a un potentiel énorme à développer là-dessus, en termes d'industrialisation, aussi en termes de techniques de construction. La responsable du projet pour un habitat au Sénégal liste les défis à relever. Il y a plusieurs défis à relever. Donc déjà l'urbanisation qui n'est pas assez planifiée donc déjà à Dakar. Aussi l'essor des bidonvilles, mais aussi donc les bâtiments qui se détériorent au fur et à mesure du temps, qui ne sont pas du tout donc agréables à vivre aujourd'hui. Donc il y a vraiment pas mal de défis qu'il faudrait relever aujourd'hui, mais aussi le déficit en logement qui est quand même un atout, enfin un facteur majeur ici au Sénégal. Ce projet, porté par la Direction générale de la construction et de l'habitat du ministère de l'Urbanisme, est soutenu par le programme de l'ONU pour les établissements humains, a pour objectif zéro carbone incorporé, zéro carbone opérationnel, l'adaptation au changement climatique et le bien-être et l'inclusion pour intégrer les populations locales à ce changement sur les constructions durables. Et puis au même moment, une autre rencontre s'est tenue sous l'initiative d'Amnesty International section Sénégal en partenariat avec la direction de l'administration pénitentiaire et Open Society Initiative for West Africa. Le personnel pénitentiaire a suivi une formation de 2 jours. Ces agents vont donc bénéficier d'un perfectionnement, entre autres sur les droits humains des détenus, mais également sur les moyens possibles de lutter contre les violations de droits au niveau des prisons. La cérémonie d'ouverture s'est tenue donc ce matin en présence d'Aïssatoka. Conscient de l'utilité et l'importance des droits humains dans le cadre de la gestion des détenus, l'administration pénitentiaire œuvre pour une sensibilisation de son personnel. Cet atelier a pour objectif de fournir au personnel cadre et de surveillance de l'administration pénitentiaire des repères de compréhension du thème des droits humains en milieu carcéral. De manière spécifique, il s'agira pour le personnel pénitentiaire participant d'identifier l'ensemble des droits humains propres aux détenus dans les prisons, de mesurer leur rôle dans le respect de la promotion des droits humains en prison. S'agissant des conditions de détention, malgré la surpopulation, des efforts sont consentis pour l'hébergement des détenus. Des efforts considérables sont consentis pour l'hébergement des détenus. Il s'agit entre autres de la construction de nouveaux bâtiments dans les établissements pénitentiaires, la réhabilitation de locaux, l'équipement des établissements pénitentiaires en literie, l'équipement des dortoirs de certains établissements pénitentiaires avec des lits superposés. Le ministère de la Justice, dans le cadre du PROMUGE, Programme de modernisation des infrastructures judiciaires, a lancé un projet de construction de 9 établissements pénitentiaires, dont 2 sont en cours de construction. Il s'agit du camp pénal de Sébikotane, qui est de 2500 places, et de la maison d'arrêt et de correction de Fatick, qui a une capacité d'accueil de 500 places. Les travaux sont en cours. Alioune Cissé ajoute également qu'au niveau de l'alimentation et de la prise en charge sanitaire des détenus, des réformes ont été faites. Au plan alimentaire et sanitaire, une amélioration significative est notée relativement à l'augmentation de l'indemnité journalière qui est passée aujourd'hui à 1152 francs CFA, à la qualité des repas et à l'effectivité de la prise en charge sanitaire. À l'issue de la rencontre, l'administration pénitentiaire espère que les conclusions et recommandations de cet atelier de formation permettront de renforcer les connaissances sur non seulement les instruments juridiques consacrés en matière de droits humains en milieu carcéral, mais aussi la prise en charge des droits dans la gestion des incidents au sein de la détention. Le directeur exécutif d'Amnesty International section Sénégal pour insister sur le respect des droits civiques des détenus. Pour Seydi Gassama, le droit de vote des détenus doit être respecté. Je propose justement de suivre ses explications. Les années passées que nous avons discuté avec la Sénat et d'autres structures de l'État, ils ont voulu, y compris l'ancien ministre de l'Intérieur, ils ont voulu renvoyer la question du droit de vote des détenus à un dialogue politique.
J'ai dit ce n'est pas une question de dialogue politique. S'il faut respecter les droits des citoyens, on n'a pas demandé de l'avis des partis politiques. Les citoyens qui sont en détention provisoire, qui ont leur carte d'électeur, qui sont inscrits à la liste électorale, qui n'ont pas encore été condamnés, le jour du vote, ils ont le droit de pouvoir voter. Et je l'ai dit tout à l'heure, dans des pays comme l'Afrique du Sud, le Kenya, les gens ils votent, ils installent des bureaux en détention. Ça peut être très compliqué dans un pays comme le Sénégal, mais on peut voter par procuration. On peut voter par correspondance. Tout cela peut être aménagé dans le cadre du code électoral pour permettre à ces citoyens de rester quand même des citoyens et de continuer à influer sur la vie de leur pays. Faisons à présent un tour dans le nord, Saint-Louis, qui bénéficie donc d'une sous-station électrique de 30 kW, d'un coût global de 24 milliards de francs CFA. L'infrastructure a été inaugurée ce matin par le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, mais également accompagné de l'ambassadeur d'Allemagne au Sénégal qui, je le rappelle, a financé donc ce projet. Pour Birame Souleye Diop, cette sous-station va transformer la dynamique énergétique de cette ville légendaire. Les détails, c'est avec Momar Alissignan. Le projet Efficacité énergétique et accès à l'énergie a permis à la ville de Saint-Louis d'inaugurer ce jeudi une sous-centrale électrique de 30 kW, financée par la coopération allemande à hauteur de 24 milliards de francs CFA, dont 5,8 milliards pour la commune de Saint-Louis. L'ambassadeur d'Allemagne au Sénégal a profité de l'occasion pour magnifier la coopération entre les deux pays. La sous-station que nous inaugurons aujourd'hui est une réussite de la coopération stratégique entre le Sénégal et l'Allemagne. Depuis les années 70 déjà, nos deux nations partagent une vision commune d'un avenir énergétique durable et inclusif. Le ministre de l'Énergie et du Pétrole, qui a présidé cette cérémonie, a saisi cette opportunité pour revenir sur l'ambition de l'État de réaliser l'accès universel à l'énergie. On ne vendra pas de rêve, on dira simplement la vérité. On a pensé pouvoir l'atteindre en 2025. Vous connaissez la situation économique du pays, elle a été décrite par l'audit du ministère des Finances et du Budget. Ça veut dire quoi? Dire par la Sénélec ou par le gouvernement qu'on aura l'accès universel à l'énergie en 2025, c'est utopie. Il nous faut travailler rigoureusement et faire des efforts ensemble. Construire sur la base d'un consensus les conditions qui peuvent nous permettre d'atteindre raisonnablement, sans endetter encore, surcharger le facteur dette de l'État qui travaillait pour aboutir à cet accès universel-là. Et raisonnablement, un délai de 4 ans, 5 ans nous semble soutenable pour pouvoir travailler sur l'atteinte de la moyenne. Parce que la moyenne aujourd'hui est à 82%. Donc il nous reste à faire 18%. Raisonnablement, si nous travaillons dans les années à venir, on peut le réaliser. Au-delà de Saint-Louis, ce projet concerne 8 autres villes du Sénégal que sont Thiès, Mbour, Tivaouane, Touba, Diourbel, Fatick, Kaolack et Ziguinchor. Et puis les mercredis de la police. Le concept a été relancé hier au menu un panel sous le thème gouvernance sécuritaire et approche collaborative de la gestion de la sécurité. À l'issue des discussions, des recommandations et des critiques concernant le travail des forces de l'ordre ont donc été retenues. L'objectif étant donc d'offrir une meilleure sécurité aux populations. Les détails, c'est avec Amingom et Barroso. Établir une relation entre la population et les agents de la police, ce défi que s'est lancé la police nationale vise à favoriser une collaboration sécuritaire entre forces de l'ordre et communauté. Mais d'abord, un diagnostic sans complaisance s'impose. Les récents événements entre mars-avril, entre 2021 et 2023 doivent interroger toute conscience avertie et pousser à une réorientation tendancielle des paradigmes sécuritaires. Cette nouvelle dynamique nécessite, d'une part, une redéfinition des baïonnettes intelligentes, à défaut d'une prise des responsabilités de la part des membres des forces de défense et de sécurité à certaines instructions tendancieuses des politiques. Pour le professeur Djiby Diakhaté, sociologue et panéliste, un travail est nécessaire des deux côtés afin d'installer un climat de confiance. L'accueil pose problème, franchement.
C'est-à-dire que vous venez à l'accueil, vous saluez, personne ne vous rend votre salutation. Pour qu'il y ait la collaboration, il faut d'abord que l'on crée une communauté. C'est-à-dire que quelque part, il faut peut-être aider les chefs de quartier, aider les acteurs porteurs de dynamique communautaire à créer des communautés. C'est important. D'abord, créer des communautés et à partir de ce moment-là, voir les pistes de collaboration possibles entre les forces de défense et de sécurité d'une part et la communauté. Parce qu'en réalité, s'il n'y a pas de communauté, ça va être absolument difficile de collaborer avec des individus éclatés. Ces recommandations ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd, selon le directeur de la police nationale. Je disais donc qu'il était nécessaire que la police soit réconciliée à sa population. Et il est ressorti de toutes ces interventions des points positifs sur lesquels nous nous appuierons pour mener notre action au sein donc, de la communauté, mais également pour la communauté. Il est également ressorti donc, de ce que vous avez vu, des critiques. Nous n'avons pas été tendres avec nous-mêmes et vous l'avez vu. Il y a eu des critiques qui ont été formulées. Nous ne sommes pas réfractaires aux critiques. Nous en prenons acte et nous essayons de rectifier. Après un moment de pause, la police nationale a repris ses débats. Lors de ce premier panel des mercredis de la police, gradés et jeunes policiers ont échangé sur le changement sécuritaire et l'approche collaborative de la sécurité. Et puis faisons ensemble ce constat. Avec l'avènement des réseaux sociaux, il est de plus en plus difficile de maîtriser la prolifération des fausses informations. Et à près d'un mois des législatives anticipées, le phénomène prend une nouvelle dimension. Justement, comment les électeurs réagissent-ils à cette situation? C'est la question, bien évidemment, que nous avons posée à quelques électeurs. La réponse dans ce reportage signé chez Ahmed Tidiane Diarate. À quelques jours des élections législatives anticipées, les Sénégalais font face à une vague de désinformation. Pour exemple, des informations stipulant que la candidature du maire de Dakar, Barthélémy Diaz, est rejetée par le Conseil constitutionnel circulent sur les réseaux sociaux. En effet, la candidature de la tête de liste de la coalition Sam Sa Kaddu est suspendue à une décision du Conseil suite au recours déposé par le mouvement endéligué Sunu Réew. Ce jeune retrouvé à Niary Tally se dit méfiant de toutes les informations publiées sur les réseaux sociaux. Je ne veux pas tomber dans certains biais, donc je prends la peine d'aller vérifier avant de dire quoi que ce soit là-dessus. Certains citoyens en font un sujet de débat, au sein même des familles. Rose Maroun choisit d'en discuter avec ses enfants qui, parfois, l'élucident. Des fois, je pose la question à mes enfants, mais des fois, c'est eux-mêmes qui me disent « Maman, ce n'est pas tout ce que tu lis dans les réseaux qui est la réalité. » La société civile s'organise cependant pour lutter contre la désinformation durant les périodes électorales. L'élection présidentielle de mars 2024 a été l'occasion pour le collectif des fact-checkers Saytu Sen 2024 de dresser un bilan satisfaisant. Un projet similaire permettrait aux électeurs d'être édifiés. Et puis la 41e session du Conseil national du crédit est consacrée à la campagne de production 2024 et à la préparation de la prochaine campagne de commercialisation agricole 2024-2025. Et c'est ouverte donc ce matin et a été présidée par le directeur de cabinet du ministre des Finances et du Budget. Oumar Sarr précise également que la situation des secteurs bancaires sera donc abordée au cours des discussions. Point de l'ordre du jour revêt une grande importance pour l'État du Sénégal. En effet, sur instruction de Monsieur le Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le Premier ministre a présidé un conseil interministériel le 3 mai 2024, au cours duquel le gouvernement a pris la décision de porter le budget de la campagne de production pour la première fois à 120 milliards et de procéder au paiement des dettes dues aux opérateurs et d'impliquer les forces de défense et de sécurité dans la distribution des semences pour plus de transparence. Par ailleurs, pour soutenir les décisions du Conseil interministériel, l'État du Sénégal a mis en œuvre un programme pilote de financement du secteur agricole à travers une rétrocession partielle aux banques éligibles d'un montant de 197 milliards de francs CFA. Grâce à ce programme,
Le financement de la campagne de production s'est déroulé dans d'excellentes conditions en 2024. Au regard de la pluviométrie et de la bonne répartition durant l'hivernage, nous attendons, par la grâce de Dieu, d'excellentes productions dans les semaines à venir. C'est pourquoi il est salutaire que le CNC consacre sa 41e session au bilan de la campagne de production agricole 2024 et à la prise en charge des besoins de financement de la campagne de commercialisation 2024-2025. Et puis dans cette dynamique d'accompagner les jeunes en entrepreneuriat, 10 jeunes entrepreneurs ont donc été décorés et les 3 premiers ont reçu un financement, une initiative du mouvement des entreprises du Sénégal. Des décorations ont donc été faites à l'occasion de la 7e édition du Salon des startups Afritech. Nous suivons les explications du président des mouvements des entreprises du Sénégal. Qui ont des idées, des projets extraordinaires. On les a auditionnés. Il y avait eu 209 projets sur 1000 inscrits. Mais tous les projets méritent d'être distingués, d'être financés. On a été obligé donc de travailler par élimination pour retenir les meilleurs. Et ces meilleurs-là seront financés. Et ça va leur permettre aussi de créer des émulations et de rentrer dans l'ère aujourd'hui du numérique. Oui, les critères de sélection, tous les jeunes qui sont dans l'écosystème attendent le salon des startups. Donc dès que les communiqués partent, ils s'inscrivent directement parce que tout est fait en ligne. Hein, et puis on les envoie des confirmations sous forme de badge. Hein, de badge, cette année, on a innové en boarding pass, en carte d'embarquement avec le QR. Donc il y a 1000 et quelques jeunes qui se sont inscrits, mais tous les inscrits ne sont pas porteurs de projets. Il y a eu 209 projets qui ont été déposés sur la table et il y a un jury qui a travaillé pour retenir les 10 meilleurs projets. Et ces 10 meilleurs seront récompensés cet après-midi. Ils sont dans la salle, donc les 3 premiers vont recevoir des chèques comme les années précédentes, les autres donc des prix d'encouragement. Et puis parlons de sport. Dans cette édition, le Sénégal reçoit le Malawi, un match qui va donc compter pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Les supporters sénégalais anticipent le système de jeu du coach intérimaire. Certains prônent un système qui dépendra du jeu proposé par l'adversaire, un avis pas du tout partagé par des férus de football. N'est-ce pas, Alimso? Une équipe divisée en 2 groupes, certains jouent avec le ballon, d'autres font des ateliers avec des pelouses et autres. Le coach au milieu donne des directives. Pour l'entraîneur du centre de formation Diamond FC, le système que Pape Thiaw pourra mettre face au Malawi dépend de l'équipe adverse. Nous devons dépasser certains systèmes. Tout doit dépendre sur ce que l'adversaire propose. L'équipe nationale s'adapte rapidement, que ce soit un système à 3 ou 4 défenseurs. À côté, un autre terrain clôturé et gazonné. Ici, des tout petits sont formés, des filles et garçons dont la tranche d'âge est de 2 à 11 ans. Interpellés sur la même question, leur formateur Souleymane Sané pense que l'entraîneur intérimaire connaît les méthodes. Il était à côté d'Aliou Cissé, il connaît les méthodes. Donc maintenant on ne parle plus de système, c'est des dispositifs. On a des joueurs professionnels, que ce soit les systèmes classiques, le 4-3-3, le 4-4-2. Il a des joueurs, il a des joueurs pros. On lui souhaite bonne chance contre le Malawi. Mais on ne doit pas s'amuser parce qu'on a une très grande équipe. Au sortir de cette école de football, un groupe d'hommes est en communion. Ils attendent une continuité du système mis en place par le coach sortant. Le système qu'avait mis Aliou Cissé est bon. Tout dépend de la prestation des joueurs. Pour l'instant, c'est son premier match à l'équipe nationale. On doit d'abord le regarder, voir comment il va classer le match. Donc du coup, il faut qu'on le regarde pour une fois. Il joue son match, après on verra.
troisième journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Le Sénégal va jouer avec un entraîneur intérimaire ce vendredi. Le système qui sera mis en place très attendu par les Sénégalais. Élément qui marque donc le point final de cette édition que j'ai eu beaucoup de plaisir à vous présenter depuis la cité Keur Gorgui où se trouvent bien sûr nos locaux. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Des programmes bien sûr de la télévision ici et d'ailleurs.